Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22 heures, les titres de l'actualité. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a félicité le président français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale française du 14 juillet. Un atelier de formation des organisations de la société civile sur les droits de l'homme au profit de la CNDH. En nouvelles du monde, Gaza sous les feux des raids nocturnes sanglants et paralysé des négociations de trêve. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant de la présidence dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh félicite son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale française du 14 juillet. Former également des vœux de santé, de bonheur, de succès, de réussite à son homologue Emmanuel Macron. Le peuple et le gouvernement de Djibouti, bien évidemment et tout naturellement, se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie française, a écrit le chef de l'État dans le télégramme envoyé à M. Macron. Le président Guelleh s'est dans ce message réjoui également du caractère privilégié des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. La nature excellente des relations stratégiques djibouto-françaises est à l'image des liens séculaires forgés par l'histoire de la communauté de valeurs, de culture, de la langue entre nos deux nations, a à cet effet indiqué le président Ismaël Omar Guelleh. Il mit ensuite à profit cette occasion pour élayer l'agréable souvenir qu'il garde de la dernière visite du président Macron à Djibouti et surtout de l'opportunité de choix qu'elle a servi aux deux pays pour réitérer leur attachement profond au partenariat stratégique global entre eux. Nul doute aussi que le traité de coopération entre nos deux pays a valeur de gage suprême de la volonté de nos deux nations d'étendre leur solidarité et collaboration en deux hauts secteurs les plus sensibles, a dans la foulée noté aussi le président Guelleh, renouvelant ses chaleureuses félicitations à M. Macron et à l'ensemble du peuple ami français. Autre actualité, nous allons parler de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dans le cadre de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Paris du 9 au 14 juillet, les différents présidents des assemblées des pays membres ont été officiellement reçus par Emmanuel Macron, président de la République française. Au cours de cet échange de haut niveau, M. Dilleta Mohamed Dilleta, président de l'Assemblée nationale, a exprimé au nom de la délégation djiboutienne, adressé ses vifs remerciements au président français pour l'accueil chaleureux réservé à l'ensemble des délégations parlementaires présentes dans la capitale française à l'occasion de cette session historique. Ce fut également l'occasion pour le président Dilleta de saluer la qualité excellente des relations bilatérales entre Djibouti et la France. Il a adressé ses sincères félicitations à la République française pour le vote à l'unanimité au Sénat de l'accord de défense entre les deux pays. Un geste fort qui illustre le partenariat stratégique et la confiance mutuelle qui unissent Djibouti et la France. L'audience s'est déroulée en présence de M. Gérard Larcher, président du Sénat, et de la présidente de l'Assemblée nationale française. Nous allons à Nairobi, au Kenya, où une délégation parlementaire des femmes conduite par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Au cours d'une clôture de cette formation régionale des femmes parlementaires des pays membres de l'IGAD portant sur la gouvernance foncière, la résilience climatique et la question du genre, la délégation djiboutienne des femmes parlementaires conduite par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Safia Elmi, composée de l'honorable Kaltoum Farah Saïd, Fatouma Daoud, Hibou Hussein, ainsi que de Madame Filsen Abdullahi Miguel, d'Aïcha Habib, Husseina Aboubakar, Abdelkader Ali ont pris part à cette conférence régionale, également des représentants des ministères de la femme et de la famille, du budget, de l'environnement. Objectif étant de renforcer les capacités des femmes parlementaires à intégrer la gouvernance foncière, le changement climatique et le genre dans leur agenda.
La région d'Arta a intensifié sa riposte face à la sécheresse avec une nouvelle opération menée ce samedi 2 juillet à Karta. Suite au succès d'une précédente distribution, cette intervention cruciale a permis de fournir une assistance alimentaire à 200 familles et à leur cheptel, tout en renforçant l'approvisionnement en eau potable pour les communautés d'Adokama, Karta et ses environs. La préfecture d'Arta est résolue à répondre aux besoins des citoyens affectés par le changement climatique, se concentrant sur la distribution d'eau potable, le soutien alimentaire pour le bétail et l'assistance médicale et sanitaire au poste de santé de Karta. Le succès de cette opération découle d'une concertation et d'une coordination essentielle entre la préfecture d'Arta, le RAR, le régiment d'action rapide d'Arta, l'équipe du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le ministère de la Santé. Elle a été pilotée par le préfet intérimaire d'Arta, M. Mohamed Fouzi, qui était accompagné du sous-préfet de Karta, de l'élu régional Souley Gadito, du médecin-chef Dr Aboubakar Hassan, du lieutenant Hersi de la gendarmerie, du lieutenant Dahiro du régiment d'action rapide d'Arta et des agents de la préfecture. Tout va bien avec l'aide de l'armée nationale et le ministère de la Santé qui sont à côté de nous, sans oublier le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur. Cette activité qui est une activité qui est inscrite dans l'aide en urgence dans les sécheresses nous permet aussi d'évaluer la situation actuelle dans le terrain et nous espérons avoir des améliorations dans les prochaines semaines et nous poursuivrons dans les autres localités prochainement, Inch'Allah. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième étape, nous sommes à Karta, dans la sous-préfecture de Karta, pour apporter aide et assistance médicale aux personnes qui ont été touchées par cette sécheresse. Nous continuerons à prodiguer les prestations de soins avec l'appui des militaires de la préfecture, mais également du ministère des Affaires sociales et du ministère de l'Agriculture. Et dans les autres localités, quelles qu'en soient les circonstances, Inch'Allah. Nous allons parler climat en cette période de canicule. L'Agence nationale de la météorologie indique que la chaleur persistante variant entre 45 et 48 degrés Celsius, le vent violent d'Iramsin débuté en retard qui avait commencé mercredi à cause du changement climatique. Eh bien, le directeur de la météo, M. Mohamed Ismail, a demandé à la population d'être vigilante, surtout sur les routes, la mer, durant cette période de vent violent. Dans les régions, cependant, les pluies de la saison de Kerma et Karan ont débuté et vont continuer jusqu'en septembre selon le directeur de la météorologie. Une bonne saison de pluie sera donc prévue dans les jours à venir pendant la saison des pluies. Rappelons qu'à cause d'une sécheresse persistante, 3 années causées par le manque de précipitations, les familles rurales sont très impactées, d'où le plan de riposte national en cours. Et pour plus ample explication, nous avons interviewé pour vous le directeur général de la météorologie. Dans notre dernière interview du mercredi 25 mai 2025, nous avions prévu une vague de chaleur. Le taux d'humidité très élevé a débuté le mi-avril et devait cesser le 31 mai. Mais il a continué jusqu'au 19 juin, dû au changement climatique qui est aujourd'hui une réalité. Les températures maximales sont très élevées, comme vous avez remarqué, c'est-à-dire elles varient entre 45 degrés à 48 degrés. Le Kamsin a débuté le mercredi 9 juillet, en soufflant des secteurs nord-nord-ouest, nord-nord-ouest, et fort à modéré, parfois transportant des poussières et des sables. Il y a des précautions à prendre, c'est-à-dire rester vigilant, ça veut dire surtout le conducteur de voiture, les pêcheurs doivent suivre les informations de la météo à travers de la RTD. Les pluies qu'on entendait, ça veut dire les pluies de Karma au Karan, ont débuté aussi jeudi et 10 juillet. Ça veut dire qu'on attendait beaucoup ces pluies, car ces pluies vont diminuer la température. Il
fait très chaud ces derniers temps et ils vont diminuer la température, ça veut dire qu'ils vont casser la température et ils vont continuer jusqu'en septembre. Ça veut dire, je reviendrai sur la sécheresse. La pluviométrie de Djibouti était en dessous de la normale. Ça veut dire que les 3 dernières années, les pluies étaient très très faibles. À part le juin, juillet ou septembre 2024, ça veut dire que l'année dernière, uniquement la saison était bonne. Mais 3 ans, on n'a pas eu de la pluie. Ça veut dire qu'on a eu de la pluie, mais c'était très faible. C'est ce qui a entraîné aujourd'hui et peut justifier la sécheresse déclarée. Conclusion, je dirais que les prévisions saisonnières de juillet, août, septembre de 2025 seront au-dessus de la normale. Ça veut dire que nous attendons une bonne saison. Mais il faut aussi être vigilant car si les pluies sont au-dessus de la normale, ils vont entraîner des inondations. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration des mandats et pratiques de la CNDH, financé par une délégation de l'Union européenne, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé une journée d'échange de formation à l'intention des organisations de la société civile. Présidée par le vice-président de la CNDH, cette session s'est tenue en présence des représentants de l'OSCE, des partenaires techniques réunis pour renforcer la synergie entre les acteurs engagés dans la défense des droits fondamentaux. Les travaux de cette rencontre ont permis d'approfondir plusieurs thématiques essentielles, dont notamment le mandat des missions de la CNDH. Et pour plus ample explication, nous vous proposons de suivre le mot du directeur du programme de la CNDH. Toujours dans notre cadre de renforcement de capacité, après la police et la gendarmerie, la Commission nationale des droits de l'homme a fait une formation aujourd'hui à l'endroit de la société civile. Nous avons discuté aujourd'hui du rôle de la société civile dans les mécanismes de protection des droits de l'homme. Nous avons aussi discuté de la participation de la société civile à la soumission des rapports aux organes de traité, à l'examen notamment périodique universel, puisque la société civile joue un rôle profondément important dans la soumission des rapports et dans l'évaluation des pays, notamment Djibouti. Nous avons aujourd'hui eu un panel exhaustif et intéressant de la société civile qui interviennent dans différents domaines et qui peuvent combiner entre eux, jouer un rôle fondamental dans la connaissance, la vulgarisation, la prévention de toute forme de violation des droits de l'homme. Nous avons aussi évoqué le cadre de partenariat que nous souhaitons mettre en place sur le long terme à travers une stratégie de mise en place d'un partenariat renforcé. Il s'agit ici d'un travail que la Commission nationale des droits de l'homme avait entrepris durant l'année 2023 où nous avons mis en place une plateforme de la société civile avec qui nous travaillons et qui intervient dans différents domaines. La protection des femmes, des enfants, des personnes handicapées et ainsi de suite. Et nous voulons, à travers ce corpus d'institutions, d'associations, que nous puissions travailler efficacement et promouvoir les droits de l'homme et mieux protéger les droits des personnes, notamment celles vulnérables. Dans le reste de l'actualité, la région de Dikil a accueilli la 4e étape de la démarche participative de l'élaboration de la stratégie nationale de la cohésion sociale. Organisée par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, c'est le Centre de leadership et de stratégie. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique inclusive visant à recueillir les contributions des acteurs locaux afin de définir ensemble les grandes orientations d'une politique nationale de cohésion sociale. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi, du vice-président du conseil régional de Dikil, de représentants du ministère de l'Intérieur, du directeur général du CETID ainsi que de représentants du PNUD. Les discussions ont porté sur les enjeux de la cohésion sociale à l'échelle nationale, les défis spécifiques rencontrés par les communautés locales. Des participants, des gens qui viennent de sous-localités aussi, de 3 localités. Donc je voudrais tout d'abord remercier tous les participants et participants pour avoir participé durant ces jours, de 2 jours sur
Je crois que c'est le ministère de l'Intérieur en partenariat avec CETID et le PNUD. Tout ce que j'ai entendu, bien sûr, l'ambiance de 2 jours. Et après avoir écouté les différentes intervenantes, je crois que je voudrais vous dire que il ne faut pas les laisser ici à l'hôtel Gobad, donc il faut continuer. C'est la cohésion sociale, donc et je vous remercie. Et pour plus ample explication concernant cette cohésion sociale, nous vous proposons de suivre le mot du préfet de la région. C'est un honneur et une fierté pour moi de clôturer ou d'assister à la clôture de l'atelier qui s'est étalé sur 2 jours, sur 2 journées, à Hôtel Gobaat, et qui portait sur l'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale. La stratégie nationale de cohésion sociale s'inscrit dans le cadre de la vision 2035 et initiée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et cette élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale est pilotée par le ministère de l'Intérieur, où nous remercions ici le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour. Nous remercions également les partenaires techniques, tels que CETID, PNUD, qui n'ont aménagé aucun effort pour que cet atelier se déroule dans les meilleures conditions. Et ils ne sont pas à leur première activité, parce qu'en 2023, lors de mon premier arrivée à Dikil, il y avait l'organisation d'un forum portant sur la cohésion sociale, également piloté par le ministère de l'Intérieur et les partenaires techniques présents ici aujourd'hui, tels que les CETID et les PNUD toujours. Nous les remercions infiniment. En fait, je suis convaincu que c'est bon, dans ces 2 journées, vous avez mené des débats, des réflexions enrichissantes et constructives et inclusives et participatives. Ce qui témoigne de cela, c'est les recommandations qui sont sorties, qui sont devant moi de la première journée dont j'ai pris connaissance. Et maintenant, quand j'ai parcouru les documents, j'ai compris que les débats et les réflexions ont été très, très constructives et enrichissantes et allaient dans le sens de l'élaboration même de la stratégie nationale de la cohésion sociale telle que voulue par la vision Djibouti 2035 initiée par le président de la République. Quand on parle de cohésion sociale, je pense que Dikil est une école de la cohésion sociale. Dans le reste de l'actualité, la région d'Obok, notamment le conseil régional et la préfecture, ont organisé conjointement ce matin une marche de soutien à l'inscription des aires marines protégées de Godoria, Orangar et les îles des 7 Frères au réseau mondial des réserves de biosphère de l'UNESCO. Cet événement historique et riche en couleurs a réuni l'ensemble des forces vives de la région d'Obok, outre le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, le préfet M. Moussa Aden Migane, les corps constitués, les notables, les jeunes, les associations de pêcheurs se sont mobilisés pour une visibilité internationale de leur patrimoine naturel. En effet, la République de Djibouti, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, portera cette année à l'UNESCO son premier dossier d'inscription de 2 écosystèmes uniques et exceptionnels, ainsi le dossier d'inscription de la bande côtière de Godoria jusqu'aux îles des 7 Frères ainsi que des îles Moucha, Maskali, jusqu'à la réserve naturelle de Douda sera officiel, soumis à l'UNESCO en septembre prochain. 759 sites sont actuellement enregistrés comme des réserves de biosphère de l'UNESCO dans 136 pays à travers le monde. Eh bien, le directeur de l'environnement a pris la parole. Nous vous proposons donc de suivre son intervention. Que vous avez organisé en soutien à la démarche menée par le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement pour la reconnaissance de Godoria, mais aussi d'autres sites, à savoir Korangar, Rassiyan, Douda, Aramouz. C'est auprès de l'UNESCO comme étant des patrimoines
de réserve de la biosphère. Donc nous avons voulu marquer par notre présence, notre soutien, notre reconnaissance à cette démarche de la société civile, appuyée également par les autorités locales, pour montrer l'implication et l'adhésion de la communauté locale au processus qui est mené auprès de l'UNESCO. Cette initiative va certainement appuyer la démarche qui est menée, mais nous encourage aussi à aller de l'avant et je voudrais donc à ce titre vous dire merci et félicitations. Le site de Godoria est un site, c'est un joyau régional, c'est un joyau national. C'est un site qui est admirable, c'est un site qu'il faut protéger. Eh bien, les autorités locales ont également pris la parole suivant leur intervention. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour la communauté aubokoise que nous sommes. Comme vous l'avez entendu par les notaires, aujourd'hui, la communauté aubokoise dans son ensemble, que ce soit les autorités préfectorales, régionales, la société civile, à travers les notables, la jeunesse, tout le monde, nous nous sommes mis d'accord ensemble pour venir montrer notre soutien, une marche symbolique de soutien donc au projet qui est porté par le gouvernement à travers les ministères de l'Environnement et du Développement durable. Donc aujourd'hui, le fait que déjà le gouvernement l'ait mis dans les aires marines protégées, c'est pourquoi ces sites aujourd'hui sont intacts. On a parlé des Korangal, on a parlé des Racians dont on connaît également la qualité, la beauté de la flore donc, et de la faune. Et l'exceptionnalité ici de cette forêt aussi, c'est que sur les 9 sites de mangroves qui sont inventoriés à Djibouti-Ville, les 4 espèces de mangroves qui sont inventoriées se trouvent tous ici. Vous irez par exemple aux îles Mouchaï Maskali, vous n'aurez que des espèces. Vous irez à Korangal, vous n'aurez que des espèces. Mais à Godoria, c'est le seul endroit où parmi les 4 espèces de mangroves qui sont inventoriées, les 4 espèces se trouvent ici. Et ça aussi, c'est un secteur qu'on doit bien protéger. Nous allons à Alisabié, cette fois dans le cadre du projet de cohésion sociale organisé avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Cette session de formation rassemble des acteurs communautaires engagés dans la construction d'une société plus inclusive, solidaire, résiliente. Cette initiative marque ainsi une étape importante dans le processus de consolidation de la paix sociale à travers le pays en dotant les leaders locaux d'outils, de compétences nécessaires. L'UNFD entend renforcer le rôle central dans la promotion du dialogue, de tolérance, de justice sociale au sein des communautés respectives. L'UNFD également réaffirme à travers cette action son engagement indéfectible aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir les valeurs fondamentales d'unité, de solidarité, de développement durable. Dans le cadre toujours de la stratégie nationale de la jeunesse portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, la région donc de Tadjoura a initié une formation en développement personnel qui a été officiellement lancée le jeudi 10 juillet au Centre de développement communautaire de Tadjoura. Cette session a rassemblé 30 jeunes désireux d'acquérir des compétences essentielles pour leur épanouissement personnel, leur intégration sociale et professionnelle. La séance a été animée par Mme Nassira Ahmed, avait pour objectif de permettre aux participants de renforcer leur estime de soi, d'améliorer leur communication et de mieux gérer leurs émotions et de se fixer des objectifs de vie clairs et motivants. À travers une approche participative et interactive, les jeunes ont ainsi exprimé, partagé leur expérience et réparti des outils concrets pour élever les défis de la motivation et de la persévérance. En sport, cette fois, la tournée des festivités du U11 organisée par la Fédération djiboutienne de foot a été un véritable succès. Cette initiative vise à promouvoir le foot auprès des jeunes garçons et filles, qui a rassemblé des centaines d'enfants. La présence de personnalités influentes telles que
Saïd Boua, des membres du comité directeur de la Fédération djiboutienne de foot, des présidents de la commission de ligue régionale renforcent l'importance de cet événement. Ils ont été épaulés par des techniciens de la Fédération djiboutienne de foot qui ont accompagné les enfants tout au long de la journée. Cette tournée marque ainsi une étape significative dans l'engagement de la Fédération djiboutienne de football à encourager les pratiques sportives dès le plus jeune âge et à promouvoir l'égalité des genres dans le sport. La Fédération djiboutienne de football, à travers la Ligue régionale, pour un festival de jeunes filles et de jeunes garçons de I11 qui vont essayer de faire des démonstrations à travers des échanges sportifs. Les jeunes filles et jeunes garçons d'Arta, âgés de 11 ans et 12 ans, vont s'épanouir à travers le football en apprenant quelques techniques de dribble, de détection, ainsi que des techniques de vitesse. Nous sommes honorés aujourd'hui de recevoir la dernière étape de ce festival à Arta à travers la fédération ainsi que le président de la Ligue de football. Toujours à Arta, la caravane de sensibilisation et de facilité d'investissement, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, des ressources halieutiques, en partenariat avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce de Djibouti ont organisé la première étape de la caravane de sensibilisation, facilité d'investissement dans la région d'Arta. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet DRIVE, réduction des risques, inclusion et valorisation des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique. Objectif général de la caravane est d'informer et de mobiliser les acteurs régionaux autour de la facilité d'investissement mise en place dans le cadre du projet DRIVE afin de garantir son appropriation locale, de maximiser l'impact des investissements prévus. Objectif spécifique inclut également la présentation des grandes lignes et la vision stratégique de ce projet. D'un instrument financier. C'est pour ça que nous avons mis en place ces mécanismes qui permettent ces rapprochements. Il faut savoir qu'en première étape, lorsque nous avons commencé ce projet, nous avons d'abord fait un diagnostic. S'en est suivi la signature de conventions avec les banques qu'on a réussi à faire juste au début du mois de juin. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser, en fait, nous sommes à la troisième étape qui consiste bien sûr à sensibiliser ces opérateurs afin qu'ils comprennent ces mécanismes. Donc aujourd'hui, le consultant il a pris le temps d'expliquer tout ça aux opérateurs. Il faut savoir qu'il y a aussi, après, à côté de ces mécanismes, il y a également tous ces mécanismes de gestion des plaintes. Donc aujourd'hui, ce fut en fait l'occasion de présenter tous ces éléments. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler de ces négociations qui piétinent en raison de plans de retrait israéliens. Deux sources palestiniennes bien informées ont indiqué que les négociations de cessez-le-feu à Gaza connaissent un blocage en raison de l'insistance d'Israël à imposer une carte de retrait qui maintiendrait environ 40% de la bande de Gaza sous contrôle militaire. L'une des sources a précisé que les discussions à Doha sont confrontées à des difficultés majeures car la carte présentée par Israël propose un redéploiement et non un retrait complet, ce qui maintiendrait la présence militaire sur une grande partie du territoire. Cependant, donc, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les forces israéliennes ont mené des raids aériens meurtriers sur Khan Younes, causant de nombreux morts, blessés, procédant à la destruction également de plusieurs bâtiments. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.